hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Lorsque nous parlons d'habitat durable, nous pensons en premier lieu à l'énergie que nous utilisons pour chauffer nos maisons, à l'isolation de nos bâtiments et peut-être, si vous avez écouté le dernier podcast, aux matériaux utilisés pour la construction. Mais qu'en est-il de notre façon de vivre ensemble, de notre façon de nous parler et de nous rencontrer dans nos quartiers et dans nos villages? Est-ce qu'un village qui n'a plus d'épicerie, plus de restaurants, plus de laiterie, plus d'école, plus d'activités économiques, ni de lieux de rencontre, ne se meurt pas un peu, et nous avec? Pour ma part, je pense que oui. Pour que nous ne soyons pas des étrangers les uns pour les autres, pour que nous fassions preuve de compréhension et de solidarité, pour que nous soyons capables aussi de débattre et de faire société ensemble, il est fondamental que des activités économiques et sociales, ainsi que des événements nous réunissent et nous permettent de nous connaître. Aussi dans les quartiers de nos villes et de nos villages. Alors, comment recréer des activités et retisser du lien social dans nos villages? Comment reconstruire des communautés vivantes et vibrantes? Pour en parler, je suis allée à la rencontre de Sébastien Olesen, directeur du Palp Festival. Un festival de musique et de culture qui essaime dans tout le Valais de mai à septembre. Un festival aussi qui a mis en place une multitude de projets innovants avec les habitants dans le village de Bruzon, en Valais. Je suis allée à la rencontre aussi de Pierre Desmontais, géographe, qui nous parle des mouvements de population en Suisse au cours de ces dernières décennies. Donc là, on arrive dans la cabane à BD. Décrivez-nous à quoi elle ressemble. Alors, c'est une cabane entièrement en bois qui a été construite dans une grange par les frères Chapuzat. C'est une sorte de labyrinthe un petit peu fou, hein. On peut se glisser dedans, se balader, et puis on a 2000 BD maintenant. Au début, on a demandé aux habitants du village de choisir chacun une BD qu'ils voulaient, et puis ensuite on a complété au fur et à mesure la collection. Ce qui est sympa, c'est que les gens peuvent prendre la clé au bistrot, venir et s'installer à leur souhait dans les hamacs ou les coussins et lire une bande dessinée sur la pause de midi, le soir, la journée, en famille, seul, adulte, voilà. Sébastien Olesen, comment a germé cette idée du Palp Festival ? Alors on était une équipe d'amis à se rendre compte qu'il manquait quand même une offre culturelle un peu innovante en Valais, qu'on pouvait peut-être retrouver dans les grandes villes. On est beaucoup à être partis du Valais, hein. Et puis on avait envie de proposer un petit peu cette même offre dans ce canton. Et à la base c'était tout petit et maintenant depuis quelques années c'est devenu un peu plus grand. Donc c'est assez génial d'avoir réussi à faire marcher un projet comme ça. Et puis à un moment donné, dans l'évolution de ce festival, vous vous êtes installé dans ce village de Bruzon. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Alors c'est vrai qu'une fois que le festival marchait très bien, on a eu cette réflexion aussi de se dire qu'il y avait aussi un potentiel énorme en Valais qui était complètement sous-dimensionné, c'était celui des villages de montagne, parce que c'est un peu le joyau, hein, ces petits villages. On est à Bruzon ici, hein, entre ces bâtiments vernaculaires, vieux bois, etc., qui sont magnifiques, et c'était des villages où on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire pour amener une plus-value, hein, pour mettre en valeur ça, pas que des villes, pas que les stations de ski, mais aussi des espaces qui font partie de notre patrimoine. Et on s'est dit ok, on va lancer un projet à Bruzon. On a installé nos bureaux, on a déplacé toutes nos équipes. Donc avant, on était tous à Martigny, donc on a des gens qui viennent de partout, y compris du canton de Vaud, hein, pour travailler au festival. Et on leur a dit, bon écoutez, je leur ai dit, maintenant on va se déplacer, on s'installe à Bruzon. Et à Bruzon, quelle a été votre intention ? Parce qu'il y a effectivement le festival avec des événements culturels et puis vous avez aussi repris l'épicerie, le restaurant. Qu'est-ce que vous cherchez à créer comme dynamique ? Alors, la réflexion pour Bruzon, c'était bien sûr d'amener une offre culturelle
touristique d'une part, mais aussi économique. C'était de se dire qu'est-ce qu'un événement comme nous peut amener comme plus-value pour un village. Et puis, on a commencé par faire un grand questionnaire pour les habitants du village pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient pour. On s'est dit, ils allaient peut-être nous dire un théâtre, etc. Mais en fait, ils nous ont demandé est-ce que vous pouvez reprendre l'épicerie. Ça a été la première question. Donc, on a rouvert l'épicerie en mettant des gens du festival qui travaillaient, on va dire, bénévolement pour l'épicerie et qui étaient payés par le festival. Et on l'a rouvert et ça a été un peu le lancement de ce projet. Et puis, ensuite, on a continué à développer d'autres choses. On a fait aussi une belle exposition qui a été le rêve des habitants du village de Bruzon. Donc, on a fait venir un dessinateur par foyer d'habitation de Bruzon, enfin, ceux qui ont accepté. Alors, au début, c'était un petit peu dur, mais on a une médiatrice qui a fait un grand travail aussi pour aller toquer à la porte des gens puis demander si c'était d'accord d'accepter un dessinateur. On a eu un peu plus de 120 dessinateurs qui sont venus et qui ont dessiné les 120 rêves des habitants de Bruzon qu'on a exposé ensuite dans tout le village. Et là, un des rêves, c'était d'avoir un lieu de rencontre et de partage à Bruzon. Et c'est pour ça qu'on a repris ensuite le restaurant du village où on en a fait un lieu de partage avec aussi des ateliers pour les familles, les enfants, des animations, des concerts, une résidence d'artistes et puis un restaurant aussi tout simple où on peut boire un verre et puis manger des produits locaux. Ce projet autour des rêves des habitants, comment vous avez réussi à le créer? Comment vous avez mobilisé les habitants du village? Alors au début, on a fait un tout ménage pour demander si les gens étaient d'accord de participer. On a eu 15 personnes qui nous ont dit oui, donc c'était assez peu. Et puis après, on a vraiment été toqué à la porte de chacun. Alors il faut se rappeler que c'était pendant le Covid, donc c'était vraiment très difficile. On avait le droit d'être maximum 5 personnes, donc emmener quelqu'un qui vient de l'extérieur pour faire un dessin dans la maison, c'était pas le plus simple. Mais on a vraiment travaillé longuement pour essayer de convaincre tout le monde, ou le plus de monde possible. Et ça a assez bien marché, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont joué le jeu. Et la reprise du restaurant du village, qui était un des rêves, ou la cabane à BD, comment vous les financez? Alors par plusieurs moyens, on a évidemment un soutien de l'État du Valais dans un projet NPR qui est cette politique pour les régions de montagne. C'est État et Confédération, donc dans cette idée de ramener un dynamisme économique et culturel dans un village de montagne qui est un projet pilote. Donc on documente aussi ce qu'on fait. Et puis après on a évidemment la commune, enfin la région qui soutient et puis beaucoup de sponsors privés et de mécènes qui ont joué le jeu. C'est aussi un énorme travail d'aller chercher ces fonds. Ça demande beaucoup de temps. On a quelqu'un qui fait ça aussi à l'année pour aller essayer de regrouper un petit peu ces financements-là. On est pour maintenant sur le projet du village à Bruzon sur un budget d'environ 1,2 million, 1,3 million sur le fonctionnement. Donc là, il y a eu pas mal de recherches. Puis après, évidemment, il y a les ventes des produits qui financent aussi une partie, que ce soit le restaurant ou l'épicerie. Mais c'est pas suffisant pour faire tourner de manière autonome des lieux comme ça. Donc aujourd'hui, sans financement public, l'épicerie, par exemple, elle ne pourrait pas encore vivre de ses revenus. Et quel modèle économique vous voyez pour l'avenir justement de ces projets dans ces villages ? Alors actuellement non, l'épicerie elle tiendrait pas sans une structure comme le Palp derrière. Ça veut dire qu'on paye à peu près une employée à 40% pour l'épicerie avec ce qu'on arrive à vendre dans le village. On voit aussi qu'on atteint à peu près un plafond à ce niveau-là. Donc ça veut dire que soit il doit y avoir des structures comme nous qui peuvent continuer à avoir des gens qui travaillent pour le festival et qui font ça bénévolement. Ça veut dire qu'il faut dédoubler le métier. Ça veut dire faire que épicier, c'est pas possible, mais par contre avoir une autre activité qui peut être autre chose que travailler pour de la production d'un festival. Mais il faut vraiment travailler dans ce sens-là pour que ça devienne viable. Et puis à l'avenir, c'est un peu la seule solution qu'on a trouvée nous pour continuer à maintenir cette épicerie. Ça veut dire d'avoir des gens qui travailleront sur d'autres projets et qui resteront comme vendeurs là. Après, il y a en effet un problème parce que pour les villages de montagne, s'il n'y a pas une structure comme le Palp ou etc., si on n'est pas dans un grand centre touristique, une station, il faut qu'il y ait les collectivités publiques qui réfléchissent à comment maintenir ces épiceries et ces lieux dans les villages. Et ça demande un investissement. Et pour qu'il n'y ait pas de concurrence, on va dire déloyale ou perçue comme déloyale par les autorités, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la partie sociale de ces lieux. Autrement, de mon point de vue, ils vont gentiment disparaître parce que y a trop de règles, trop de normes, trop de frais, trop de coûts, l'électricité qui a augmenté. C'est immense pour des petites structures comme ça. Donc on est obligé d'avoir un soutien public derrière pour les faire vivre et ça doit être une réflexion globale pour les régions de montagne. Et peut-être encore un dernier point, il faut aussi que les touristes ou les gens de passage jouent aussi le jeu, qui viennent dans ces petits commerces, qui les fassent tourner, parce que ça peut avoir un impact non négligeable pour le fonctionnement de ces lieux.
Et en termes de relations, comment ça se passe entre les gens du Palp, les gens qui vivaient dans le village depuis longtemps? Comment est-ce que vous avez été accueillis et comment ces différents milieux culturels se mélangent? Alors, c'est très intéressant. On a eu de la chance, on a été bien accueillis. Après, le Val-de-Bagne est aussi une région touristique, donc elle a l'habitude d'avoir quand même du passage. Hein. Après, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui est satisfait d'un projet comme le nôtre. Hein. Je veux dire, on prend de la place, on essaie de créer des choses. Des fois, ça plaît, des fois, ça plaît pas. Des fois, il faut revenir aussi en arrière sur certains projets. On se rend compte aussi qu'il y a des projets culturels qui plaisent plus et d'autres moins. Alors, moi, je dirais qu'un bon 80% des gens nous sont très reconnaissants et nous l'expriment. Et puis, on a un 20% qui eux sont pas du tout contents et qui voudraient que le village ne bouge pas. C'est totalement normal, hein. Je pense que ça fait partie des projets. Après, on en discute aussi beaucoup dans les équipes à l'interne, hein, parce qu'on a des gens qui viennent aussi beaucoup de l'extérieur, qui viennent aussi beaucoup des villes, hein. Et on n'est vraiment pas là pour apporter nos grandes connaissances. On est là pour s'imprégner aussi de ce que les gens ont du village, ce qu'ils aiment dans leur village, et puis qu'est-ce que nous on peut amener, mais qui correspondent aussi à leurs attentes. Donc c'est énormément de discussions et de réflexions. Et quelle est la plus grande difficulté pour le Palp et les projets que vous menez à Bruzon? La plus grande difficulté, c'est clairement toute la réglementation actuelle. Ça veut dire qu'on est beaucoup sur des lois qui ont été faites, de mon point de vue, qui a aussi changé avec le temps, mais qui ont été beaucoup faites par des gens qui habitent dans les centres urbains et qui ne réalisent pas la difficulté qu'on a à mettre en place des projets dans un petit village. On a fait cette cabane à BD, il a fallu plusieurs années pour avoir les autorisations. On n'a pas pu le faire en extérieur, on a dû trouver des granges intérieures. Ensuite, il y a des normes de sécurité qui sont très complexes. On a besoin d'avoir des activités dans les villages. On fait un parcours de balle en bois qui descend de Bruzon jusqu'au Châble, qui serait une activité très familiale, tout avec des essences locales, etc. Mais ça, on n'a pas le droit de le laisser pérenne avec la latte qui crée des difficultés. Il faut absolument qu'il y ait une réflexion sur comment aider à faire des activités dans les villages qui ne soient pas trop coûteuses et qui ne soient pas trop coûteuses administrativement. Ça, c'est une grande difficulté. Est-ce qu'il vous a fallu du courage pour vous lancer dans ce projet ? Ah oui, beaucoup. Hein. Après, beaucoup de passion aussi, parce que je trouve ça fantastique de travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut donner beaucoup de temps, il faut être à disposition, il faut accepter aussi que les gens ne soient pas toujours contents. C'est pas toujours facile, hein. Surtout moi je vis maintenant à Bruzon. Hein. Et des fois, on a envie de tout laisser tomber, parce qu'il y a trop de difficultés, ou tout d'un coup, les gens sont plus contents avec un projet, donc ils jouent pas le jeu. Et puis ça, il faut remotiver tout le monde. Et ça demande beaucoup d'abnégation parfois. Et qu'est-ce qui vous aide à rebondir dans ces moments ? Je pense le plaisir des gens avec certains événements ou choses, ce qu'on fait quand le restaurant est plein pour manger des produits locaux, que ce soit des viandes de proximité faites par les paysans de la région, et qu'il y a cet enthousiasme-là. Pour moi, c'est des moments magnifiques. La même chose quand tout d'un coup on fait un grand marché des fromages, le marché des fromages d'alpage, et qu'il y a tout le village qui vient, qui discute. On a les fromagers qui viennent expliquer, enfin les alpagistes, toute leur démarche. Pour moi, c'est des moments extraordinaires qui me donne beaucoup de sourire et de plaisir à faire et qui me donne envie de continuer. 2040, j'y vais. Monsieur Desmontais, est-ce que les villages suisses se meurent aujourd'hui ? Non, ils ne se meurent plus, ou en tout cas la plupart ne meurent pas à l'heure actuelle, en tout cas en plaine. On n'a plus du tout un phénomène de ce type-là. L'essentiel de nos campagnes de plaine sont à l'heure actuelle métropolisées, donc elles ont plutôt tendance à gagner de la population qu'à en perdre. Dans les régions de montagne, c'est un peu différent. Les régions de montagne sont assez dynamiques en termes démographiques, mais uniquement autour des grands pôles de population que sont par exemple Sion, Coire, Lugano ou Bellinzone, la région tounoise aussi. Par contre, si vous êtes dans les périphéries montagnardes, là effectivement une assez forte déprise a déjà eu lieu, mais elle est pérenne, elle est ancienne. C'est notamment le cas des Hautes-Vallées tessinoises. Et dans ces villages, comment est-ce que le tissu économique s'est transformé au cours de ces 30-50 dernières années ? Du tissu économique, dans les campagnes, il y en a de moins en moins. L'emploi agricole est moins important qu'avant. Les exploitations se sont beaucoup concentrées. Donc là où on avait une dizaine ou une quinzaine de familles paysannes, on n'en retrouve plus que 2 ou 3 à l'heure actuelle. Et ça, c'est valable pour la plaine. En montagne, la déprise a été encore beaucoup plus forte parce que les nouvelles politiques agricoles de la Confédération soutiennent moins l'agriculture de montagne qu'à l'époque, ce qui veut dire que c'est devenu vraiment très très difficile d'être agriculteur de montagne à l'heure actuelle. Et que pour ces raisons-là, évidemment, on a des problèmes beaucoup plus importants. En fait, ce sont des zones qui, hors les stations touristiques et l'économie liée au tourisme, ont pratiquement perdu toute forme de développement économique. Est-ce que dans ces villages, il y aurait une politique fédérale ou cantonale à mettre en place pour soutenir ou maintenir certaines activités économiques ?
Alors au niveau fédéral, on a plutôt assisté au phénomène inverse. On a longtemps soutenu la montagne, c'était l'ère du réduit national. Il y avait un objectif stratégique de pouvoir tenir cet espace-là en cas de guerre. Et donc pour cela, il fallait évidemment maintenir un tissu social et un tissu économique relativement important dans ces zones-là. Et pendant très longtemps, après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des régions où l'armée était très présente, où les pouvoirs publics, les grandes régies fédérales publiques étaient très très présentes, maintenaient un tissu économique, maintenaient des activités à travers, comme je l'ai dit, les activités notamment liées au service militaire et à l'armée étaient assez importantes, mais on avait aussi évidemment des lignes de chemin de fer avec des entrepôts, avec des arsenaux, avec toute une série d'installations qui étaient là, plus des politiques publiques qui étaient clairement orientées à maintenir une population, notamment rurale, dans ces endroits-là. Ça a quand même largement été abandonné après la chute du mur de Berlin, donc il y a une trentaine d'années. On a effectivement évolué vers des politiques, entre guillemets, de déprise qui sont beaucoup plus assumées. Et donc on, en tout cas, sur les 20 ou 30 dernières années, assistait plutôt à un désengagement du politique, en tout cas au niveau fédéral. Reste à savoir si maintenant le politique au niveau cantonal décide de réinvestir, mais en tout cas s'il le fait, c'est pas de manière extrêmement visible. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un écart entre cette perception des villages idylliques avec une vie saine qui continue à être portée finalement par la Suisse et puis cette réalité du terrain ? C'est-à-dire que ce qu'on a un peu tendance à oublier, c'est à quel point la vie à ces altitudes, elle est pauvre, elle est rude. Et bien sûr, on a des images d'Épinal avec des jolis mayens ou des jolis villages, et on ne se rend pas compte en fait à quel point la vie dans ces endroits-là était encore pénible. Et si on regarde des vieux reportages d'il y a 50 ou 60 ans, on tombe sur la pénibilité, sur le fait qu'on était sur des communautés qui étaient évidemment très ancrées, très solidaires entre elles aussi, mais très pauvres, il faut le dire clairement. Et d'une certaine manière, les progrès, notamment économiques, qu'on a vécu ces 50 ou ces 100 dernières années, elles ont provoqué d'une certaine manière l'émancipation de ces populations-là. Elle leur a permis, leur a ouvert des possibilités qu'elles n'avaient pas par le passé et qui se sont traduites évidemment par l'abandon, par la formation beaucoup plus forte, évidemment. Ce sont des régions qui, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de population, n'avaient que des écoles primaires. Et donc dès lors que l'école secondaire ou la formation post-obligatoire s'est généralisée, ce sont des générations entières qui, à un moment ou à un autre, sont descendus en plaine, sont descendus à la ville pour pouvoir évidemment avoir accès à ces formations-là, qui leur ont donné ensuite accès à de nouveaux métiers, des nouvelles opportunités économiques qu'ils n'avaient pas dans les montagnes. Sur 10 gamins qui descendaient, il y en a combien qui sont remontés ? 2, 3 au maximum. Pierre Desmontais nous a démontré que l'exode rural n'est pas un phénomène nouveau en Suisse et qu'il a été accentué par l'abandon de certaines politiques de soutien économique aux régions de montagne. Alors, que sera l'avenir dans ces régions ? Des villages dortoirs ou des lieux de vie ? Pour en savoir plus, Sébastien Olesen vous invite à le retrouver sur la terrasse ensoleillée du Café de Bruzon en 2040. 2040, j'y vais. Nous sommes à Bruzon le 1er juin 2040. Le temps est ensoleillé, je suis sur la place du village et je partage un apéro avec des habitants et habitantes. Nous discutons de comment le village a évolué, comment il a changé, qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans. C'est super intéressant. Il y a eu beaucoup de changements quand même dans ces années-là. Déjà, il y a plus de gens qui sont dans le village, qui partagent des moments ensemble, il y a plus d'activités, il y a plus de commerce. Il y a un coiffeur où on peut aller se faire couper les cheveux, on passe un petit moment, on discute avec, mais ce coiffeur, ce qui est génial, c'est que dans cette grange où il s'est réinstallé, il n'est pas tout seul. Il y a aussi d'autres petits artisans qui travaillent, qui se partagent le lieu pour économiser un petit peu les coûts, la location. Et donc le mardi, on peut se faire couper les cheveux et le jeudi, on peut venir réparer ses habits avec une tricoteuse qui s'est réinstallée dans cet espace. Après, il y a aussi d'autres commerces qui ont ouvert, la boulangerie qui travaille uniquement avec des farines de la région et qui travaille tout au levain. Elle retravaille son levain de Bruzon. Tout ça a rouvert. Pourquoi ? Il y a eu des changements dans la mobilité. Les gens se déplacent quand même moins en voiture. Les coûts sont plus chers. On a envie aussi de
faire vivre les petits artisans, on produit plus. À Bruzon, c'est à 1000 mètres d'altitude. On a relancé une agriculture de montagne un peu plus importante. Il y en avait ça il y a 50 ans, elle avait aussi beaucoup disparu, elle est revenue. On replante des fruits, des petits fruits, des framboises, des fraises, qui étaient aussi des cultures importantes pour le village. Les gens retravaillent aussi dans les champs. On n'a pas seulement des vaches d'airain, ce qui était déjà une agriculture très importante avant, mais là on a aussi beaucoup plus de blé qui sont plantés. Ça a changé, le changement climatique, évidemment. Il y a des choses qui bougent et en montagne ça devient un petit paradis aussi pour l'agriculture. C'est plus facile. Il y a de nouveau plein de gens qui sont dans les habitations au centre du village. Il y a des gens qui travaillent. On voit beaucoup plus de paysans, d'agriculteurs. Et puis en même temps, c'est devenu un peu un centre de la gastronomie alpine, Bruzon. On peut y déguster de nombreux produits, on peut passer des moments d'échange autour de l'agriculture. Il y a tout un centre de compétences autour de la raclette et puis du fromage d'alpage qui s'est ouvert. C'est devenu un espace de vie très important où aussi des scientifiques, des chercheurs, des artistes viennent discuter, partager, échanger dans ce magnifique village qui a évolué comme ça. Donc c'est magnifique et j'espère qu'on va continuer à le développer. Alors, il y a aussi eu de grands changements politiques quand même, si ces dernières années, on en discute toujours autour de l'apéro. Il y a eu cette envie politique de soutenir les activités des villages, mais aussi les animations culturelles, des expositions. Au final, c'était une politique qui revient aussi aux réflexions qu'il y avait il y a 100 ans pour un village. On est revenu à quelque chose de plus collectif. Je pense que les taxes qui ont été imposées de manière plus globale par l'État sur tout ce qui était exporté de l'extérieur, qui avait des bilans carbone lourds aussi, tous ces aliments qui avaient peut-être pas leur place hors saison ont été un petit peu bannis grâce à ces règles un peu plus strictes au niveau du commerce, a fait revivre aussi toutes les activités des producteurs locaux et on sent que cette vie, elle amène énormément de choses. Aujourd'hui, comme nous l'a expliqué Pierre Desmontais, les villages de montagne continuent à se dépeupler en Suisse. Et en plaine, les villages voient s'installer une population néo-urbaine à forte mobilité qui a tendance à faire ses courses dans les supermarchés et à partir en week-end dans d'autres régions. Ces nouvelles populations sont peu ancrées dans la vie des villages. Retisser du lien social dans ce contexte exige d'inventer de nouveaux projets dynamiques et porteurs de sens pour l'ensemble des habitants. C'est exactement ce que fait Sébastien Ollesen avec le Pulp Festival. De la cabane à BD en passant par les résidences d'artistes, l'épicerie et le restaurant, il œuvre avec les habitants du village à rendre le bourg vivant. Sébastien Ollesen nous a cependant aussi expliqué qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de faire fonctionner de façon rentable ces projets, sans parler des obstacles légaux qui freinent l'innovation et la créativité. Alors, que voulons-nous pour l'avenir ? Est-ce que nous oserons mettre en place des nouvelles politiques publiques pour soutenir une vie sociale, économique et culturelle dans les villages ? Parce que le lien entre les habitants d'un village, la vie sociale, contribue au bien-être, à la solidarité et à la capacité de dialogue. Qui se connaît se parle, et qui se parle peut se comprendre et imaginer un futur commun. Alors qu'au contraire, le manque de liens sociaux engendre souvent la peur et le repli. Retisser du lien dans nos communautés permet donc de garder vivante notre démocratie. J'en suis pour ma part convaincue. Et vous ? N'hésitez pas à me faire part de vos réactions à l'adresse 2040jv@hubdespossibles.org. Je me réjouis de vous retrouver dans 3 semaines pour la prochaine émission 2040 JV et je vous souhaite le meilleur d'ici là. Au revoir.